Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante: comment déterminer les efforts internes d'une structure hyperstatique à l'aide de la méthode des forces? Examinons cette passerelle située à Louvain-la-Neuve. Cette passerelle fait 30 mètres de long et se divise en 3 travées égales avec 2 piliers intermédiaires. La première étape consiste à déterminer le schéma statique de la passerelle. Au vu des dimensions de cette passerelle, nous allons la modéliser par un élément de type poutre continue. En effet, sa dimension longitudinale est plus grande que ses autres dimensions. Au niveau des appuis, notre passerelle est posée sur 4 appuis, un appui articulé et 3 appuis simples. Dans cet exemple, nous considérons le chargement suivant: une charge répartie de 6 kN par mètre sur la travée de gauche, une charge ponctuelle de 24 kN au milieu de la travée centrale, et enfin un couple pur de 30 kN appliqué à l'appui C. Voici donc le schéma statique de la passerelle avec son chargement. Avant de se lancer dans la méthode des forces, il faut déterminer le degré d'hyperstaticité de la structure. En effet, si la structure est isostatique, la méthode des forces nous est d'aucune utilité. Les réactions d'appui et les efforts internes dans les structures isostatiques sont déterminés par la résolution des 3 équations d'équilibre de la statique. Nous obtenons pour notre passerelle un degré d'hyperstaticité égal à 2. Un rapide calcul nous permet de déterminer que notre passerelle est 2 fois hyperstatique. En effet, si on supprime 2 appuis simples, donc 2 inconnus, on retrouve une poutre isostatique sur 2 appuis. Nous allons donc appliquer la méthode des forces pour lever l'hyperstaticité de cette structure. La méthode des forces est une méthode qui se base sur l'établissement d'une ou plusieurs conditions de compatibilité de déformation de la structure hyperstatique en utilisant le principe de superposition. La méthode se divise en 4 étapes. 1. Choisir une structure isostatique de référence et extérioriser les forces libérées, appelées inconnues hyperstatiques. 2. Calculer les efforts induits par le chargement de base et par les inconnus hyperstatiques dans la structure isostatique. Ensuite, dessiner la déformée. 3. Déterminer les déplacements relatifs ou absolus au droit des coupures choisies et déterminer les équations de compatibilité de ces déplacements. 4. Par superposition, déterminer les efforts internes dans la structure hyperstatique. Première étape, il faut choisir une structure isostatique de référence. La structure hyperstatique de départ peut être rendue isostatique de manière quelconque. Il y a donc plusieurs choix de structures isostatiques de référence. Cette structure correspond à la structure hyperstatique de degré n, dans laquelle on effectue n coupures afin de la rendre isostatique. Qu'est-ce qu'une coupure? C'est un dispositif de libération d'effort, donc soit l'ajout d'une rotule d'une glissière normale ou tangente, soit la suppression d'une réaction d'appui. Ce dispositif permet de libérer un déplacement absolu ou relatif et donc de libérer un effort. Note: attention, il faut s'assurer que ces coupures ne transforment pas la structure originale en mécanisme local ou global. Par contre, certains choix de coupures peuvent s'avérer être plus judicieux que d'autres car ils facilitent les calculs. Dans le cas de notre passerelle 2 fois hyperstatique, il faut donc introduire 2 coupures dans notre structure. Introduisons par exemple une rotule pour libérer le moment au niveau de l'appui B et supprimons la réaction d'appui verticale au point C. Ce choix de coupure n'influencera pas le résultat final. Afin de garder une structure statiquement équivalente, il faut externaliser les efforts libérés par les coupures. Pour cela, nous allons appliquer un moment d'intensité x1 de part et d'autre de la rotule et une force verticale x2 vers le haut au niveau de l'appui C. x1 et x2 sont les efforts initialement présents dans la structure mais qui ont été libérés par l'application des 2 dispositifs de libération d'efforts. On appelle x1 et x2 les inconnus hyperstatiques dont le sens est choisi de manière arbitraire. Dans la deuxième étape, nous allons soumettre notre structure isostatique tour à tour à nos différents chargements. Le cas de charge de base, les 2 moments x1 en B et une force x2 en C. Ces 2 derniers chargements peuvent être exprimés comme la multiplication de x1 ou x2 d'un chargement unitaire appliqué dans le même sens à l'endroit de la coupure correspondante. Ensuite, on détermine pour chaque chargement les efforts internes en utilisant les équations d'équilibre. Puis, on dessine l'allure de la déformée élastique. La troisième étape consiste à déterminer ces 2 inconnus x1 et x2. Pour cela, il faut écrire les 2 équations de compatibilité des déformations sur base du schéma statique de la structure hyperstatique. Dans la structure hyperstatique originale, on sait que les rotations relatives entre la poutre AB et BC sont nulles, le déplacement vertical absolu en C est nul. Nous définissons delta 0i, le déplacement relatif ou absolu au droit de la coupure I, pour la structure isostatique soumise au chargement de base. De la même manière, nous définissons FIJ, le déplacement relatif ou absolu au droit de la coupure I,
pour la structure isostatique soumise au chargement unitaire J. Nous pouvons donc écrire que la somme des rotations relatives au point B induite par les trois chargements de la structure isostatique est nulle, telle que F11 fois x1 plus F12 fois x2 plus delta 0,1 égale à 0. De la même manière, la superposition des déplacements verticaux au point C, calculée pour la structure isostatique soumise à ces mêmes chargements, doit être nulle. Nous pouvons donc établir l'équation de compatibilité pour le déplacement vertical au niveau du point C, telle que F21 fois x1 plus F22 fois x2 plus delta 0,2 égale à 0. Avant de résoudre ces équations, il est nécessaire de déterminer les déplacements et les rotations au droit des coupures. Ces déplacements et rotations au droit des coupures sont déterminés grâce au théorème de la force unité. Ce système à deux équations peut être ensuite exprimé sous la forme de matrice. Il ne reste alors plus qu'à résoudre ce système pour trouver les inconnus hyperstatiques, x1 et x2. La quatrième et dernière étape consiste à déterminer les réactions d'appui et les efforts internes de la structure hyperstatique. Connaissant x1 et x2, on peut utiliser le principe de superposition en additionnant les réactions d'appui et les efforts internes produits par les trois chargements sur la structure isostatique. On confirme alors facilement que x1 est la valeur du moment sur l'appui B et que x2 est la valeur de réaction de l'appui en C. L'allure de la déformée hyperstatique peut également être déterminée par superposition ou à partir du diagramme des moments résultants. Ceci conclut la résolution des structures hyperstatiques par la méthode des forces.